Le Mag Europe. Bienvenue dans le Mag Europe. Sur Sensation, voici le sommaire de ce nouveau numéro. Être européen, c'est avoir des droits, des libertés et des responsabilités. Avec notre invité, l'eurodéputé Pascal Durand, nous nous intéresserons à la citoyenneté européenne. En Europe, plus de 2 millions de personnes vivent avec le VIH. Dans notre rubrique Chez nos voisins, nous ferons le point sur la lutte contre le sida. Un vol retardé ou annulé, pas de panique, l'Europe vous protège. Quels sont les droits des passagers aériens? Élément de réponse dans un instant. Mais tout de suite, direction notre studio des Yvelines pour retrouver Matt Finance et son invité. Le Mag Europe. Un camion itinérant qui propose des fruits, des légumes, des confitures, mais aussi du fromage et des yaourts de producteurs de notre département. C'est Mes Produits des Yvelines, un projet soutenu par l'Europe. Adeline Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Mes Produits des Yvelines. Tout d'abord, racontez-nous comment une ancienne employée de banque se retrouve au volant d'un camion à vendre des produits locaux. Quel a été votre parcours ? Comme vous venez de le dire, effectivement, j'étais employée de banque auparavant. Donc, j'ai été licenciée en fait en 2017. Et j'ai eu quand même un exemple familial d'entreprise en fait familiale de base parce que mes parents avaient leur propre société et c'était vraiment un projet que je voulais mettre en avant. Et pourquoi après les produits locaux ? Tout simplement parce que moi j'habitais dans un petit village des Yvelines, donc qui était Basemont, où j'ai vu l'épicerie fermer quand j'avais 6 ans. Et on n'avait plus rien en fait. Après, j'avais mes grands-parents qui habitaient le village et sans mes parents en fait, ils ne pouvaient pas se fournir en fait en produits de première nécessité. Et on avait du coup des petits camions qui passaient, donc épicerie, poissonnerie, une fois par semaine. Et ça dépannait bien. Et donc j'ai tout simplement voulu faire un retour aux sources en fait. Quand après un licenciement, on se lance, on se décide à créer sa propre entreprise, on est confronté à quel type de difficultés ? Déjà dans un premier temps les démarches administratives, moi je suis comptable du coup de base, donc après tout ce qui était c'est quand même beaucoup plus simple, tout ce qui était statut etc. Moi je me suis quand même fait aider bien évidemment, mais c'était quand même, je dirais, plus facile, j'avais quand même un avantage. Après, du coup, oui, c'est toutes les démarches administratives auprès du greffe, de plein d'organismes. Et du coup, c'est quelque chose d'assez long et fastidieux. Et du coup, le projet a quand même mis plus d'1 an à sortir. Vous avez eu des périodes de découragement ou au contraire des périodes d'euphorie ou... Découragement, non, parce que du coup je croyais en mon projet, donc pas du tout. Par contre d'euphorie, oui, parce que du coup dès qu'on recevait une bonne nouvelle ou qu'on sentait que ça avançait, on était forcément très contents quoi. Donc non, pas de découragement, non. Vous livrez donc des produits bio et locaux à domicile, ou presque. L'un de vos objectifs, c'est notamment de promouvoir les producteurs de notre département. Ils en ont besoin. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi je m'aperçois qu'au final, les gens ne connaissent absolument pas ce qu'on a sur notre territoire. Et du coup, rien que dans les Yvelines, on a énormément de fermes et qui font des très très bons produits, alors que ce soit bio ou culture raisonnée pour les fruits et légumes, et même après pour tout ce qui est viande et tout ça, on a vraiment énormément de richesse. Et au final, on peut manger en local vraiment de A à Z. Et ça, du coup, c'est très important de faire connaître ça. Il y a énormément plus de jeunes qui sont en reconversion professionnelle là-dedans, que ce soit en maraîchage ou autre. Et je trouve ça du coup super important que nos générations là actuelles se rendent compte que il faut revenir un peu à la terre et à ce qu'on faisait avant quoi. Pourquoi ils ont encore du mal à se faire connaître ? Je pense que du coup c'est à cause des grandes surfaces. Sincèrement, les gens ont l'habitude du coup d'aller dans les grands supermarchés où vous avez tout en abondance, tout et tout le temps surtout, sans respecter du coup les saisons. Et donc c'est un retour en arrière qui est quand même encore assez compliqué à se faire, qui commence à se faire parce que du coup on a vraiment des gens qui reviennent en arrière. Mais c'est encore très compliqué. Donc du coup la facilité c'est la grande surface, la difficulté c'est d'aller en local quoi. Alors par exemple, en parcourant votre site, j'ai vu que vous proposiez les produits de la ferme Le Clos d'Ancoigny de Saint-Nom-la-Bretèche, de la ferme des Sources et de la ferme de Saint-Corentin de Gambé, des Deux Gourmands de Crespierre et de l'Y. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur chacun de ces producteurs ? Alors les Deux Gourmands et Y, du coup, donc les Deux Gourmands font des biscuits et du miel. Y, donc c'est plutôt du coup des yaourts donc à la grecque un petit peu, mais revisités. Et donc ce sont des jeunes qui se sont relancés pareil, et qui ont voulu monter du coup leur propre entreprise, qui fonctionne très très bien du coup actuellement. Ils sont énormément connus. D'ailleurs même les hypermarchés du coup s'arrachent leurs produits, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc après le Clos d'Ancoigny c'est plutôt du coup une ferme familiale qui existe depuis énormément d'années. Donc du coup là c'est le fils qui est dans mes âges, qui a repris du coup la ferme. Donc ils font plutôt eux du maraîchage pour le coup, puis après des jus de fruits issus de leur propre culture.
Et du coup, la ferme de Saint-Corentin, là, on est plutôt du coup sur des laitages et du fromage. Et pareil, ce sont des reconversions professionnelles également. Il y a des producteurs avec qui vous aimeriez travailler ? Toujours, parce que du coup, je suis toujours en recherche de nouveaux producteurs, toujours pour faire découvrir du coup notre territoire. Et il y en a certains du coup que j'aimerais toucher. C'est pas toujours évident parce qu'ils sont énormément sollicités après par soit des entreprises ou des grands groupes. Mais bien sûr, je suis toujours en recherche de ça. Quelle est votre relation avec eux ? Est-ce que vous allez récupérer leurs produits ? Est-ce que vous avez un stock ? Alors, je vais récupérer du coup toutes les semaines des produits frais, bien évidemment, pour garantir la fraîcheur auprès des clients. Après, tout ce qui est plutôt partie sec, effectivement, j'ai un stock que j'ai à peu près chaque mois. En gros, je vais récupérer les produits. Mais en frais, je suis obligée d'y aller toutes les semaines. Il faut garantir cette fraîcheur-là aux clients. Donc, on l'a vu, vous êtes là pour mettre en valeur les produits de notre département. Un autre point important, je le disais, vous avez un camion itinérant. Et en parcourant la liste des communes qui est sur votre tournée, je m'aperçois que j'en connais presque aucune. Basemont, Soindre, Flacourt, Guerville, La Falaise, c'est assez étonnant. En fait, vous n'oubliez pas du tout les zones rurales. Pas du tout. En fait, c'est le projet du coup de ce fameux camion itinérant, c'est effectivement les zones rurales. Comme je vous disais, moi j'ai grandi du coup à Basemont, on n'avait plus cette petite épicerie et j'ai voulu du coup redonner en fait de l'animation au sein de ces petits villages où au final c'est des cités dortoirs. Maintenant il n'y a absolument plus rien. Les gens se réunissent parfois pour les kermesses d'école et encore quand il y a des écoles parce que c'est pas toujours évident, des fois vous avez des regroupements de villages et donc du coup il n'y a plus de vie. C'est-à-dire que les gens travaillent sur Paris ou ailleurs et du coup rentrent le soir, s'enferment chez eux et voilà. C'est vraiment des cités dortoirs et moi voilà, je veux vraiment redonner ce goût du petit village d'antan où on a l'habitude de se retrouver à un endroit comme avant au petit café en fait et discuter entre nous quoi. Je le disais en préambule, vous êtes soutenu par l'Europe, vous avez bénéficié de subventions européennes. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour pouvoir toucher cet argent ? Alors en fait, j'ai vraiment rencontré une très bonne personne qui est Madame Sophie Prima, qui est sénatrice des Yvelines, qui était ancienne maire du coup de ma commune dans laquelle j'habite actuellement, Aubergenville, et qui a une association qui s'appelle la DATSA. Donc effectivement, ce sont des fonds européens. Et donc du coup cette association a vocation en fait à financer des projets du coup dans les zones rurales, donc que ce soit aussi bien en agriculture que autres en fait et du coup grâce du coup à la sénatrice j'ai pu du coup mettre en avant mon projet et commencer à monter mon dossier avec cette association. D'ailleurs vous avez touché pour l'Europe 3 290 €, mais vous touchez aussi d'autres subventions telles que le prêt d'honneur ou des subventions de la région Île-de-France. Qu'est-ce qui selon vous a été déterminant dans l'obtention de ces subventions ? C'est ce côté produit du terroir, la ruralité ? La ruralité, je dirais en premier, parce que voilà, c'est vraiment leur but en fait de vraiment redévelopper les zones rurales et après du coup soutenir le local bien évidemment. Et sans ces fonds européens, vous pensez que vous auriez pu vous lancer ? Ça aurait été très compliqué, très compliqué. Honnêtement. Comment l'argent vous a été bénéfique ? Tout simplement dans l'achat du camion parce que si jamais j'aurais dû faire du coup un emprunt complet au niveau de la banque, je pense que ça aurait été compliqué que ce soit accepté en fait. C'est aussi un gage de crédibilité auprès d'éventuels partenaires. Vous êtes quand même soutenu par la grande Union européenne. Tout à fait. Et on peut trouver des soutiens publics ou même privés. Où est-ce qu'on peut les trouver ? Alors les soutiens publics, c'est vrai que du coup il faut se rapprocher malheureusement des organismes et ça c'est pas toujours évident du coup à trouver. Après en soutien privé, vous avez toujours effectivement des partenaires ou des sponsors qui peuvent venir vers vous. Le seul problème après c'est la crédibilité quoi. Donc c'est soit ils croient vraiment en votre projet et ils se disent c'est bon ça va fonctionner, soit du coup ils sont un petit peu plus réticents et il faut un petit peu plus attention quoi. Quelles sont aujourd'hui vos envies, vos pistes de développement ? Alors mes pistes de développement du coup ce sera vraiment de créer une maison du terroir pour le coup après ce camion itinérant, pourquoi pas développer du coup un deuxième camion parce qu'on a tellement de villages ruraux dans les Yvelines que ce serait intéressant, mais ouais, prochain projet je pense que ce sera une maison du terroir vraiment pour faire vraiment découvrir tous les produits locaux. Je sais pas encore du tout la localité mais voilà c'est vraiment en pleine réflexion actuellement. Dernière question pour les jeunes, est-ce que ça vous donne un petit sentiment d'espoir de voir qu'ils s'investissent de plus en plus dans la ruralité, dans le biologique, dans des produits de terroir? Oui, tout à fait, parce que moi je le constate du coup des parents avec des jeunes enfants qui font vraiment du coup attention à ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants et du coup ce sont vraiment des personnes qui reviennent sur les produits locaux, biologiques, en tous les cas où il y a moins en moins de pesticides quoi. Et ça c'est vraiment un retour en arrière et du coup de cette génération-là. Merci Aline Jean-François, je rappelle que vous êtes la fondatrice de Mes Produits des Yvelines. Merci à vous. Le Mag Europe.
On en vient à notre chronique chez nos voisins en partenariat avec TV78. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de s'intéresser à l'épidémie en Europe avec Olivier Janouex, responsable du centre d'information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Donc, selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, on a constaté sur l'année 2016-2017 une augmentation de 160 000 cas de personnes infectées par le VIH. On a constaté que la hausse la plus importante en termes de nombre de personnes infectées par le VIH en fait, a eu lieu en Estonie où on a eu plus 365 cas de personnes infectées. Et le pays le moins touché, c'est la Slovaquie avec une augmentation seulement de 87 cas. Les pays de l'Union européenne ont mis en place différentes initiatives, que ce soit pour faire de la prévention ou pour lutter concrètement contre la maladie. On peut prendre le cas par exemple de l'Estonie qui a décidé d'injecter 20 millions d'euros dans sa politique de santé afin d'améliorer la prise en charge financière, notamment pour l'achat des médicaments pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une trithérapie. Si on prend le cas de la France, alors là, au niveau de la France, on va davantage agir sur ce qui est la prévention, notamment avec de la mise à disposition gratuite de préservatifs pour les jeunes de moins de 25 ans. Il existe aussi d'autres formes de prévention, par exemple au niveau du Royaume-Uni, on a constaté ces dernières années en fait, une augmentation du nombre de bus itinérants qui se déplacent de ville en ville afin d'organiser des tests de dépistage au sein des villes pour les personnes qui passent. Le MAG Europe. Que fait l'Europe dans notre vie quotidienne? La protection des passagers aériens, Olivia Schmoll nous en dit plus. Votre vol pour Strasbourg est annulé, celui pour Bangkok a eu un sérieux retard. Les passagers du transport aérien ont des droits. Le Parlement européen et le Conseil ont établi en 2014 des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers. Ce règlement européen s'applique à tous les vols au départ de l'Union européenne. Pour les vols en provenance d'un aéroport situé dans un État tiers, il doit avoir été effectué par une compagnie européenne à destination d'un aéroport situé dans l'Union européenne. En cas de retard, d'annulation ou de refus d'embarquement, les compagnies aériennes ont notamment l'obligation de fournir gratuitement repas, rafraîchissements et hébergement aux passagers concernés. Une indemnisation forfaitaire est par exemple prévue en cas de vol retardé. Elle est comprise entre 250 et 600 € selon les trajets. Pour ce qui est des bagages, ce sont les conventions de Varsovie et de Montréal qui s'appliquent. En cas de perte, vous pourrez obtenir jusqu'à environ 1 330 € de dédommagement. Le MAG Europe. Développer les zones rurales et les rendre plus attractives, ce sont les objectifs du projet Reddit sur la citoyenneté active en zone rurale. Une délégation de la Maison de l'Europe des Yvelines s'est rendue en Pologne. On écoute Tony Bastian, patron du cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville, et Patrick Bonin, vice-président de la Maison de l'Europe des Yvelines. Les propos sont recueillis par Matt Finance. Nous avons passé un excellent séjour, très chaleureux au niveau humain. On a quitté une France caniculaire, très chaleureux au niveau humain. Nous avions un thème qui était la ruralité en Europe et comment bien la vivre. Et nous avons une grande diversité d'expériences, à la fois par la taille des expériences, la diversité des expériences, à la fois des expériences sur le bâti, des expériences culinaires, des expériences culturelles, de très belles rencontres. Un facteur d'étonnement qui était le facteur religieux aussi, où nous avons trouvé une culture paganiste, puisque c'était la religion catholique est très forte, on sait, en Pologne. Nous avons pu voir des reliquats de la culture historique polonaise qui m'ont beaucoup surpris. Et surtout une population encouragée à se prendre en charge elle-même, à préserver son histoire et finalement à trouver un mode de vie dans la ruralité qui nous a paru assez heureux pendant ce séjour. Moi, en tant qu'intervenant représentant une initiative, puisque je suis directeur d'un cabaret en France, je m'aperçois que même si les initiatives n'ont aucun rapport avec le spectacle, les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on voit plein de points qui pour le développement, sont importants à avoir. Et que ce soit pour un musée ou pour présenter un produit, il y a plein de clés qui sont similaires et qui pourraient être très intéressantes à creuser pour développer les initiatives en milieu rural. Le MAG Europe. Pascal Durand, bonjour. Vous êtes eurodéputé depuis 2014, alors tout d'abord au sein du groupe Europe Écologie Les Verts et depuis mai 2019 dans le groupe Renaissance. Vous êtes membre de la commission des affaires constitutionnelles. Nous allons donc parler citoyenneté européenne ensemble. Mais tout d'abord, la citoyenneté européenne a été instaurée par le traité de Maastricht en 1992. Elle s'ajoute à la citoyenneté nationale et constitue un lien entre tous les citoyens de l'Union européenne
pour favoriser leur identification à l'Europe. Mais d'après un sondage, 70% quand même des citoyens européens de l'Union européenne se sentent citoyens de l'Europe. C'est le cas de 63% des Français, c'est un petit peu moins. Et donc comment est-ce qu'on pourrait mettre au courant les gens qu'ils ont cette citoyenneté européenne et qu'est-ce que ça leur apporte ? Déjà, comment mettre au courant par l'éducation, par l'information, par le fait qu'on mobilise autour de l'idée européenne, de la citoyenneté européenne, on mobilise des populations. On a un déficit de communication majeur et j'allais dire la France est à cet égard un très 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 mauvais élève. On ne valorise jamais la participation de l'Europe. Enfin, là, on parle de la citoyenneté, mais je peux vous le décliner pour n'importe quoi. Tout ce qui est financé par l'Europe, les centres de formation pour les jeunes, etc. À chaque fois, vous avez le maire qui va parler, le député local. Jamais on invite un représentant de l'Europe ou un député européen pour expliquer que l'Europe finance à 50%, etc. Sur la citoyenneté, c'est pareil, c'est-à-dire que finalement, on trouve naturel de pouvoir se déplacer d'un pays à un autre sans frontières, sans retenue, sans quoi que ce soit, mais on n'explique pas que c'est grâce à l'Europe, justement, que ces frontières ont disparu et que nous constituons, un peu comme les États-Unis, nous constituons un espace dans lequel il y a des nationalités, parce que expliquer à un Californien qu'il est texan, je pense que ça va mal se passer. Mais à un moment, ils se sentent aussi citoyens des États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on arrive à cette même capacité à être fiers de cette double identité. Elle est extraordinaire. Et qui amène quel droit, justement ? Ça amène les droits d'un citoyen européen, ce qui est déjà très important. Alors pas tellement pour un citoyen français ou anglais quand il voyage, parce qu'il était déjà, admis facilement aux États-Unis ou ailleurs, parce que c'est un citoyen d'une grande nation historique. Mais quand vous êtes citoyen d'une nation plus petite ou historiquement qui a moins pesé, vous êtes maintenant reconnu en tant que citoyen européen. Donc ça vous donne les droits partout à l'étranger et dans le monde d'être, reconnu comme étant membre d'une communauté importante. Très grande puissance. Une grande puissance, la plus grande puissance économique sur cette planète, mais pas simplement avec une histoire. C'est-à-dire que si vous arrivez en tant que, grec, vous allez être vu en tant qu'Européen, comme pas simplement le berceau de la démocratie pour ceux qui savent, mais comme représentant d'une grande puissance. Exactement comme je l'ai dit tout à l'heure pour les États-Unis, un citoyen des États-Unis qui arrive en France, on ne regarde pas s'il est texan, de l'Ohio ou de je ne sais où. On a un Américain qui rentre. Voilà. Et donc, on a quand même à l'étranger cette capacité à être reconnu en tant que citoyen européen, c'est très important. Et puis la deuxième, c'est à l'intérieur des frontières de l'Union. Vous n'avez plus de différence, de distinction. Normalement, nous ne devrions plus en avoir. Malheureusement, on en a eu encore avec les populations roms. Mais on ne doit pas avoir de distinction entre tous les citoyens. Ils ont une liberté de circulation, une liberté d'enseigner, une liberté aussi d'exercer leur profession qui est généralisée. Alors maintenant, on va parler des dernières élections européennes qui ont connu une participation supérieure aux précédentes. Un Européen sur deux s'est en effet exprimé pour ce suffrage. Alors une augmentation qui a été favorisée par des scrutins parallèles qui ont été organisés dans 8 pays de l'Union, des élections régionales en Allemagne par exemple, ou encore le second tour de la présidentielle en Lituanie. Alors cela se traduit également par le sentiment d'appartenance à l'Europe que ressentent certains citoyens des pays membres. Mais comment faire pour que ces citoyens s'investissent plus dans ce suffrage européen, parce que finalement, ce qui se décide au Parlement européen influe sur la vie quotidienne de ces gens. Absolument. Alors, déjà, première chose, c'est de ne pas bondir de joie en disant c'est merveilleux, on a augmenté la participation. La participation, pas suffisant. Elle était dramatique avant, on avait 42%, et elle est d'autant plus dramatique que ce sont les personnes les plus âgées qui se mobilisent le plus sur les élections européennes, notamment en France. Là, on a vu un peu bouger avec le climat, avec la question climatique, qui a remobilisé une partie de la jeunesse qui se sentait finalement assez éloignée des enjeux européens. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc j'allais dire que ce que je veux retenir de l'augmentation, c'est d'abord et avant tout le fait que la jeunesse semble se remobiliser sur des valeurs positives et pas simplement en opposition à l'Europe. Et voilà. Donc on a là un élément qui est à relever et qui est une bonne nouvelle.
La deuxième chose, c'est comment on arrive à effectivement augmenter la participation. D'abord, c'est pas que le scrutin européen. On le voit, si vous voulez, on peut parler du scrutin des régionales en France, où les jeunes, à 75%, ne votent pas, ne se sentent pas concernés. Donc, ça veut dire comment redonner du sens à la citoyenneté, comment se sentir à nouveau, représenté européen et porté. D'abord en expliquant, et vous l'avez dit, que l'Europe, c'est le quotidien. C'est quand on nous dit il n'y a rien de plus éloigné que l'Europe, moi j'ai envie de bondir, et je bondis d'ailleurs quand on me dit ça, parce que l'Europe c'est l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, les normes, l'air qu'on respire. C'est-à-dire que c'est notre quotidien. C'est ce qui fait qu'un gamin à l'école va pouvoir jouer dans la cour ou au contraire être enfermé à l'intérieur de ses locaux parce que l'air est pas bon. C'est ce qui fait que vous pouvez effectivement boire de l'eau au robinet à peu près partout en Europe et manger des aliments qui sont par rapport, je dis bien par rapport au reste de la planète, vraisemblablement les plus sains de la planète en termes de normes et de contrôle. Donc rien n'est parfait, rien n'est abouti dans l'Union européenne. C'est une construction démocratique en cours. Donc évidemment, elle est perfectible. Pardon ? Qui est très jeune. Mais oui, c'est une construction. Enfin, je veux dire, ça a mis des siècles. Mais même la France, quand je vois un certain nombre de gens en France qui critiquent le fonctionnement de l'Europe, je leur rappelle quand même que nous, on a dû passer par 4 républiques avant d'avoir celle que nous connaissons actuellement. On est passé par des guerres civiles, on est passé par des morts, on est passé par des conflits extrêmement forts et des retours à la monarchie, enfin des allers-retours. Donc, il faut être un peu patient, il faut être respectueux de cette construction. Après, je répète, il ne faut pas que l'Europe soit arrogante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que même les pro-européens expliquent que finalement l'Europe c'est parfait, tout est ici, voilà, que tout se passe là, et que finalement les États-nations, on va les fermer, que se sentir français, allemand, tout ça c'est dépassé. Non, il ne faut pas être dans cette arrogance, en plus totalement décalée par rapport aux gens. Mais il faut expliquer ce que l'Europe apporte. Et l'Europe, elle apporte effectivement une capacité, une dynamique, un levier beaucoup plus fort. L'État fédéral américain, il gère peu de choses, mais ce qu'il le gère avec une puissance extrêmement importante. Nous, notre budget, il est à moins de 1% du PIB européen, le budget européen, alors qu'aux États-Unis, le budget fédéral, c'est 17% du PIB. Donc on voit bien qu'il y a un moment où il ne faudrait pas moins d'Europe, il faut plus d'Europe, plus de financement, mais ça veut dire aussi, parce qu'on me dit plus d'Europe, c'est plus d'impôts. Non, c'est simplement le transfert d'une partie des revenus et des taxes qui sont là actuellement pris dans les États, de les mettre au niveau européen et de pouvoir financer un grand plan. Par exemple, moi je rêverais d'un plan européen vraiment efficient sur l'emploi des jeunes. On va sûrement parler d'Erasmus, on va sûrement parler de la capacité qu'a l'Europe à faire en sorte qu'une partie de sa jeunesse soit impliquée dans des échanges. Moi j'aimerais que ça soit toute la jeunesse européenne, et notamment celle qui reste au bord de la route, celle qui n'a pas de formation, celle qui n'a pas de boulot. Alors, il y a des choses qui sont faites. Il y a les garanties jeunes. On va parler d'Erasmus+ maintenant. C'est peut-être une solution, comme vous le disiez, pour renforcer les liens entre les jeunes et l'Europe. C'est donc une solution pour les jeunes qui ont moins de 30 ans. C'est un programme d'échange qui vise à leur donner la possibilité de séjourner à l'étranger dans un pays de l'Union. Et ils y apprennent des compétences qu'ils ne possédaient pas, une nouvelle langue, et ça les aide même sur leur CV. Bien sûr. Ils ont un diplôme à la fin, presque comme un diplôme. Est-ce que vous pensez que ça aide les jeunes à se sentir plus européens simplement en faisant cet échange ? Déjà, ça leur aide ça les aide dans leur vie. Déjà, avant de se sentir plus européen, le fait d'échanger avec d'autres cultures, de voir d'autres jeunes, d'autres pays, c'est ce qu'on fait même dans le sport. Quand vous faites un tournoi international, quand vous allez tout de suite, vous voyez d'autres choses, d'autres manières de jouer, d'autres manières de se préparer, d'autres manières de faire la fête après ou pas. Ça, c'est très très important. Erasmus+, ça a été une réponse à l'élitisation, entre guillemets, d'Erasmus. C'est-à-dire que les Erasmus, c'était Bac+3, Bac+5, et des gens qui parlaient déjà souvent des langues étrangères. Erasmus+, ça a été une manière de dire, non mais il ne faut pas que ça concerne que les Bac+5, il faut que ça concerne tout le monde. Après, là aussi, il faut qu'on se donne les moyens des ambitions. Quand vous disiez ça permet d'apprendre une langue, moi, je suis désolé, vous envoyez un jeune menuisier, par exemple, aller apprendre ou perfectionner sa menuiserie en Pologne, il y a de très bons menuisiers en Pologne, il faut lui donner des cours de langue en amont. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi un peu d'argent, il faut une base. Il faut que la France accepte
qu'on mette de l'argent aussi, et donc l'Europe aide bien sûr, mais aide à faire en sorte que le jeune soit bien inséré, qu'il ne parte pas tout seul, qu'il parte avec ses copains, il faut arriver à créer cette dynamique. Et oui, c'est très 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 important, tant sur l'enrichissement personnel que sur le CV. Toute valorisation d'un emploi à l'étranger, à un moment ou un autre, va permettre aux gamins de trouver plus facilement, à qualification égale, il va trouver plus facilement du boulot parce qu'il aura cette valeur ajoutée qui est l'échange international. Alors avant de se quitter, on va passer par le Money Time. Alors c'est une série de questions-réponses extrêmement rapides. La première question, c'est que le mois dernier, on célébrait le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Quelle image est-ce que vous avez de cet événement ? C'est une banalité, mais c'est Rostropovitch et son violon en bas du mur sur une chaise. Et en plus, l'anecdote qui m'avait été racontée, la chaise avait été cherchée dans un HLM à côté parce qu'il n'avait rien pour jouer. Enfin bon, tout le contexte fait que je garde ça. La musique, la fête, enfin bon, et cette espèce de mélange, Rostropovitch, les pays de l'Est, enfin bon, bref. Un union. Voilà. Quelque chose de très très beau. Alors le 8 décembre prochain, ce sera la journée mondiale du climat. Alors d'après un sondage Harris Interactive, 7 Français sur 10 affirment s'être davantage intéressés aux enjeux écologiques au cours des derniers mois. Et vous, depuis quand avez-vous adopté un comportement plus éco-responsable ? Moi j'étais écolo, j'ai fait la campagne de Dumont quand j'étais lycéen, donc ça vous parle pas qui était rue René Dumont, mais la réelle, enfin bon, j'ai toujours été écolo, donc j'ai toujours essayé d'avoir un comportement. Maintenant, là aussi, il faut regarder le beau côté des choses. La jeunesse se mobilise sur quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'agir sur le climat, il y a le côté anxiogène, le climat, l'augmentation, etc. Et évidemment, ça fait peur. Et parfois, la peur est source de dynamique. Mais ce que j'aime, moi, là, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent. Voilà. Il y a des jeunes qui disent, nous, on n'a pas envie de reproduire le schéma des vieux, on n'a pas envie de reproduire le schéma de nos parents, on a envie d'être créatif, en même temps en respectant notre environnement, la nature, les animaux, la biodiversité en général. Voilà, c'est un monde positif qui est en train d'émerger de la crise. Et maintenant, il y a 2 ans, disparaissait malheureusement Johnny Hallyday. Quelle est votre chanson préférée de ce chanteur ? Toute la musique que j'aime, parce que elle vient de là, elle vient du blues. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle a marqué ma jeunesse, parce que d'abord, c'était la première fois qu'un Français pouvait, un francophone, chanter comme un bluesman noir, hein, et puis les paroles sont belles. C'est-à-dire que là aussi, c'est les ponts sur la culture, voilà. Donc c'est une très belle chanson. Et enfin, dernière question. Quel est le dernier film que vous avez été voir au cinéma ? Waouh, le film, pardon sur le nom, le film coréen. Pardon ? Si, exactement. La Palme d'Or du Festival de Cannes cette année. Et j'ai adoré ce film qui part un peu comme une vieille comédie italienne et qui finit vraiment dans l'esprit asiatique. C'est un bon moment de cinéma. Merci beaucoup Pascal Durand d'avoir été avec nous sur Sensation. Le Mag Europe sur Sensation. Je vous emmène à présent à la découverte des pays de l'Union européenne. 3 bonnes raisons de découvrir l'Irlande avec Stéphane Renard, rédacteur en chef du site de Bon Plan Voyage Travelzoo. Alors l'Irlande, c'est pas que la campagne. L'Irlande, c'est aussi la ville. Et partir à Dublin, dans Temple Bar, faire le pub crawling, c'est une vraie tradition. Donc vous partez entre copains, entre amis, avec votre famille, et vous décidez de faire tous les pubs de cette fameuse Temple Bar. Donc le Temple Bar, c'est une grande rue principale dans le centre-ville de Dublin. Et vous allez enchaîner les pintes les unes après les autres, avec modération, bien sûr, pour la plupart d'entre nous. Et le pub crawling, c'est la vraie tradition, la vraie tradition celte où on va en fait côtoyer les gens dans les pubs, on va discuter avec eux, on va apprendre un petit peu de leur culture, on va écouter de la musique irlandaise et on va se laisser porter par les événements de la soirée. Deuxième bonne raison pour partir en Irlande, c'est de sortir vraiment des sentiers battus. Et là, on part pour Belfast. Donc Belfast, cette ville martyre, cette ville qui a été un peu à l'interface en fait de cette guerre civile qui existait entre l'Irlande du Sud et l'Angleterre. Donc Belfast aujourd'hui, c'est une ville qui se refait une image, qui sort de la grisaille qui était la sienne dans ces dernières années. Aujourd'hui, on part à Belfast avant tout pour voir ces fresques murales qui sont absolument magnifiques. C'est vraiment du street art, donc on va se balader de rue en rue
pour admirer ces sphères, ces grandes fresques qui sont extrêmement belles, colorées et qui racontent vraiment l'histoire de cette ville qui est très particulière et très attachante dans le nord de l'Irlande. On va découvrir les paysages quasi lunaires des sentiers de Buren. Donc effectivement, quand on pense à l'Irlande, on pense avant tout à ces grands paysages de falaises qui tombent dans l'océan. On pense effectivement à toutes ces belles randonnées qu'on va faire sur ces collines verdoyantes, entourées de moutons, etc. Les sentiers de Buren, là vous êtes dans un paysage quasiment lunaire, il n'y a rien, une table rase. Mais que ça ne fasse pas peur, au contraire, on se retrouve vraiment en pleine autonomie et on se retrouve en adéquation, en pleine communion avec la nature. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de partir en randonnée sur ces sentiers qui sont exceptionnels en Irlande. Le Mag Europe. C'est la fin du Mag Europe. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. On se retrouve le mois prochain. Bonne soirée à tous. Le Mag Europe sur Sensation.